Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 15 h. À la une dans l'actualité. Décentralisation, conseils régionaux, réunion des concertations à Ali Sebier. Et enfin, dans l'actualité internationale, Syrie, tractation diplomatique, Erdogan et Poutine annoncent un projet commun afin de pacifier la Syrie. Je vous le disais dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Al-Ahmed, poursuit sa mission en Azerbaïdjan. Il a été reçu mardi, le président de la République azerbaïdjanaise, son excellence Ilham Aliyev. Et ce matin, il s'est rendu au Parlement azerbaïdjanais. Les membres de sa délégation, composés des députés Safi El-Medjibril, d'Ahmed Hassan Mohamed, d'Abdullah Bilal Kidar, l'ont accompagné également, pris part aux entretiens. M. Mohamed Ali Kamil, ambassadeur de Djibouti à Azerbaïdjan, mais résident à Moscou, ainsi que l'ambassadeur azerbaïdjan accrédité à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, Elman Abdoulayev. Le président de l'Assemblée nationale, Oglay Assadou, a accueilli très chaleureusement son homologue djiboutien au sein du Parlement. Les deux présidents se sont félicités au cours de leur entretien des relations d'amitié et de coopération liant les deux pays et qui se consolident de jour en jour. Le président Ahmed a mis en exergue les échanges interparlementaires. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a saisi cette occasion pour inviter son homologue azerbaïdjanais à se rendre à Djibouti pour une visite officielle. Les deux assemblées ont constitué deux groupes d'amitié interparlementaire, présidés respectivement par Roussal Kousneov et Safia El-Medjibril. Autre nouvelle du pays, c'était dans le titre, le ministre délégué chargé à la décentralisation, M. Mohamed Hamadou Aramis, a présidé le 3 mai dernier à Ali Sebier, au siège du conseil régional, une journée de travail entre les parlementaires issus des régions de Dikil, d'Ali Sebier, de Arta et les conseils régionaux des 10 régions. Cette rencontre a permis de discuter de la création d'un cadre permanent de concertation et de dialogue entre conseillers régionaux. Étaient également conviés à cette journée les préfets de ces 3 régions ainsi que des représentants de la société civile de la région d'Ali Sebier. La région haute, les discussions ont porté notamment sur les attentes des populations des régions, de la concrétisation des objectifs recherchés à travers une autonomie financière permettant de mieux gérer chaque région. À leur arrivée sur le lieu, le ministre Aramis, à sa suite, ont été reçus un accueil très chaleureux de la population d'Ali Sebier, laquelle s'est fortement mobilisée. Ceci témoigne de l'engouement qui suscite la décentralisation et qui s'est engagée sur une nouvelle voie plus palpable et plus concrète. Cette rencontre a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du président du conseil régional, M. Omar Ahmed Ouaes, et du député Moussa Yab Oursama. Ces derniers s'exprimaient à la place du doyen des parlementaires issus de la région d'Ali Sebier, mais aussi de Dikil, Arta, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Elmi Obsi Ouaes, lesquels avaient eu un empêchement, et ainsi que le ministre en charge de la décentralisation a pu intervenir pour expliciter les étapes franchies. Écoutons à présent le préfet de la région d'Arta. C'est avec un grand honneur que nous accueillons à Ali Sebier la réunion de concertation des stratégies de décentralisation dans les collectivités régionales sous l'égide du ministre délégué chargé de la décentralisation pour une meilleure collaboration des acteurs parties prenantes. Ainsi, je tiens à féliciter le ministre de cette initiative, ceci dans le but de concrétiser la politique du chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, de renforcer la gouvernance locale des services publics en rapprochant l'administration aux populations, mais aussi à l'objectif de créer des pôles de développement dans les régions. Mesdames et messieurs, distingués invités, après une décennie de cadre institutionnel du processus de décentralisation, s'est renforcé de plus en plus à travers les réformes et les réalisations engagées par le gouvernement. Dans son discours d'ouverture, le ministre Aramis a fait tout d'abord un bref tour d'horizon de l'histoire de la décentralisation dans notre pays, afin que l'assistance puisse apprécier l'ensemble et le cheminement de ces processus. Il a rappelé que l'idée de la décentralisation remonte aux premières heures de l'accession à l'indépendance, qu'elle fut inscrite de façon claire dans la Constitution de septembre 1992 en vigueur et que l'accord de paix de concorde civile de décembre 1994 appuiera. C'est
en 1999, à l'entame du premier mandat actuel du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui s'est concrétisé par la mise en place d'un ministère délégué auprès de la primature chargée de la décentralisation, puis les élections des conseils régionaux, alors que précédemment, les conseils régionaux étaient nommés par décret présidentiel. Les régionaux pour ces mots de bienvenue, ainsi également les parlementaires qui se sont succédés ici. C'est toujours avec un plaisir renouvelé et une émotion sincère que je viens ici. C'est, je crois, la 7e fois que je viens dans la région d'Ali Sabié depuis ma nomination en tant que ministre, et à chaque fois, je retrouve le même accueil convivial et chaleureux et la même sincérité. C'est un grand plaisir pour moi de s'adresser à vous à l'occasion de cette réunion entre parlementaires et les élus locaux que le département dont j'ai la charge a initié pour créer un cadre de concertation permanent qui va vous profiter et qui nous profitera également pour faire avancer les processus de la décentralisation. En moins d'un an, beaucoup d'efforts ont été consentis pour traduire dans les faits notre programmation. Participe à cette dynamique notre réunion d'aujourd'hui à laquelle participent les représentants de vos 3 régions à l'Assemblée nationale revêt un caractère particulier car elle illustre la volonté de chacune des 3 parties, c'est-à-dire les collectivités locales, le ministère de la décentralisation et l'Assemblée nationale, d'aller de l'avant dans ces chantiers de la décentralisation. Chacune de nos régions a ses spécificités, ses potentialités et ses caractéristiques. Et le processus de la décentralisation a été accompagné dès le départ d'une série de projets destinés à doter les régions de pôles économiques destinés à créer des emplois durables et à fixer les gens sur place. Mesdames et messieurs les députés et conseillers, et sans vouloir déflorer vos débats, je viens à présent vous livrer quelques réflexions sur la journée de travail qui nous rassemble aujourd'hui. Envie de créer un cadre de concertation permanent entre les parlementaires ici des régions et les élus locaux des régions au regard d'une part de votre rôle moteur et d'autre part de la perspective à mesurer, essentielle d'une collaboration accrue pour assurer le succès des processus de décentralisation. Élus nationaux ou locaux, vous constituez à la fois les acteurs et les vecteurs dans le processus de décentralisation. Par conséquent, les efforts des uns doivent être relayés par ceux des autres pour une efficacité d'ensemble, d'une synergie d'action en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations que vous représentez à l'Assemblée nationale ou dans les conseils régionaux. Autre nouvelle du pays, l'Institut universitaire de technologie industrielle a organisé aujourd'hui, en collaboration avec l'Agence nationale de l'emploi, une journée de simulation pour les entretiens d'embauche. Des étudiants de la filière technologie industrielle ont participé à cet entretien d'embauche où des recrutements à travers cet exercice ont été essayés de faire comprendre aux étudiants que ces entretiens d'embauche doivent être minutieusement préparés. L'étudiant doit répondre aux attentes de son futur employeur, démonter ses compétences et ses talents et enfin être sérieux et convaincant. Le directeur des études de l'Institut universitaire technologique et industriel, le Dr Ahmed Hussein, a précisé que 50 étudiants de 3e année de licence ont été sélectionnés pour convaincre un jury de leurs compétences et de leur motivation. Chaque entretien d'embauche pour cet exercice dure 15 minutes. Si à mon nom et au nom de l'Université de Djibouti, les entreprises et les organismes qui ont répondu présents à cet événement, malgré un emploi du temps très chargé, merci pour leur professionnalisme et pour leur implication dans ce projet.
Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé ce matin une cérémonie de remise d'attestation de participation à tous et à toutes celles qui ont pris part à l'atelier de formation sur l'élaboration des modèles numériques hydrogéologiques. L'on doit pouvoir évaluer l'impact conjoint du changement climatique et des activités humaines sur la disponibilité et la durabilité des ressources en eau souterraine. Cet atelier avait été lancé le 3 mai, 3 jours plus tôt. La cérémonie de remise des attestations en participation a été présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. Hussein Rilash Roble. Ont également pris part à cette cérémonie Adem Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Habitat, M. Habib Ibrahim, Mohamed, directeur de l'aménagement territorial, de l'urbanisme et de l'habitat, ainsi que le professeur Muntaz Razak, ainsi que des représentants de différentes institutions en charge de la question de l'eau dans le ministère de l'Agriculture, la direction hydraulique rurale, la direction des grands travaux et enfin le CERD et l'ONEAD. Écoutons à présent ces quelques réactions des participants. Une formation qui porte, c'est de l'hydrogéologie en général, c'est-à-dire la discipline qui concerne les ressources en eau souterraine. Donc ça intéresse bien sûr beaucoup Djibouti, puisque la République de Djibouti est principalement alimentée en eau par les eaux souterraines. Et l'atelier donc portait plus particulièrement sur la modélisation des aquifères. Donc la modélisation des aquifères, c'est une méthode qui permet de représenter les aquifères. Les aquifères sont des formations géologiques qui contiennent la ressource en eau souterraine. Et donc la modélisation va représenter à l'aide d'équations mathématiques, c'est un peu de mathématiques, ces formations géologiques qui contiennent les ressources en eau souterraine. Et puis l'intérêt, c'est à l'aide de la représentation de ces aquifères par modèle mathématique, c'est ensuite de passer à la phase évaluation de la ressource et puis gestion de la ressource en eau souterraine. Donc pendant ces 3 jours de formation, voilà, donc ça a apporté sur les principes de base de construction des modèles mathématiques en hydrogéologie, et puis ensuite comment se servir, comment utiliser ces outils, ces modèles mathématiques, pour gérer, pour assurer, comme l'a précisé monsieur le directeur, la durabilité de la ressource. Gendarmerie à présent au centre d'instruction de la gendarmerie 6 au PK23. Une session de formation d'un grand genre s'est également clôturée hier. Il s'agissait d'une formation pour l'obtention du certificat militaire dit premier degré ou autrement dit CM1. Cette formation a été dispensée à une trentaine de gendarmes par le lieutenant-colonel Patrice Revel de la coopération militaire française. Ont pris part à cette cérémonie des nombreuses autorités civiles et militaires, dont le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, des Oukal et de la région d'Arta. Comme à la coutume, le chef d'état-major général de la gendarmerie, le colonel Zakaria Hassan Aden, a passé en revue les troupes sur place. Par la suite, les séries de discours se sont été suivies. Le lieutenant-colonel Patrice Revel, lors de son intervention, s'est réjoui de l'efficacité, la discipline plutôt, la promptitude des gendarmes stagiaires. En quelques mots, je souhaite rappeler quelques éléments clés qui vous permettront d'avoir une vue d'ensemble du stage et de mesurer tout le mérite qui revient aux stagiaires présents devant vous, et à travers eux, celui dû à l'encadrement, aux instructeurs et à ceux qui ont contribué au soutien. Mais pourquoi un certificat militaire du premier degré? Mon colonel, conformément à vos directives d'instruction, vous avez voulu, par ce stage, mettre l'accent sur la formation de vos futurs cadres sous-officiers de la gendarmerie, une formation tournée vers l'engagement opérationnel. C'est bien de cela dont il s'agit, former des futurs chefs de groupe, leur inculquer les fondamentaux que tout jeune chef doit posséder pour être de véritables meneurs d'hommes au combat, mais aussi dans la vie quotidienne, dans leurs futures tâches de formateurs.
Lors de son intervention, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a remercié le formateur, en l'occurrence le lieutenant-colonel Patrice Rivel, qui n'a ménagé aucun effort et qui a apporté tout son savoir-faire de son professionnalisme. Il fait preuve d'une grande disponibilité et d'une générosité dans les transmissions de la connaissance. On l'écoute. Vous êtes très bien formé, que ce soit physiquement et au niveau du combat. Donc, vous les stagiaires, comme il a dit le colonel Revel, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne fait que vous ne faites que débuter votre carrière. Maintenant, là vous étiez stagiaire, demain vous serez chef de groupe. Donc vous aurez une fonction et vous allez être suivi. Suivi pour voir si vous êtes en mesure de mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises. Et on vous suivra pendant 2-3 mois, au bout duquel, si jamais vous êtes très bon, votre galon vous sera remis. Aujourd'hui, seul le premier recevra son galon. Parce qu'il faut faire une distinction entre vous. Et c'est normal, c'est dans les principes militaires. Donc, on vous attend au tournant. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout la discipline, la fidélité au chef, le respect des ordres. Actualité internationale à présent, le président turc Erdogan était ce mercredi à Sochi à l'invitation spéciale de son homologue russe Poutine. Après de longues discussions avec Erdogan, Poutine assure que les relations avec la Turquie sont restaurées. Ils se sont notamment mis d'accord sur le projet de mise en place des zones de désenclavement pour pacifier la Syrie, obtenir un cessez-le-feu et aboutir à terme à la paix. Vladimir Poutine, nous sommes d'accord, c'est notre position commune, la création de zones de sécurité qui doivent pacifier la Syrie et renforcer les accords de cessez-le-feu comme contrôle des accords dans cette condition. C'est une véritable question pour les négociations à venir. Le président Recep Tayyip Erdogan a confirmé le dire de Vladimir Poutine. Pour lui, la pacification est possible par les voies politiques. C'est la fin de notre édition, mais restez avec nous pour les quelques minutes de Focus. Bonjour et merci de nous rejoindre avec Ferdous Hussein sur le plateau pour les quelques minutes de Focus. Bonjour Ferdous plutôt. Bonjour Sam. Vous allez nous parler des élections présidentielles en France, le débat d'hier soir entre Macron et Le Pen. C'était une brutalité. Effectivement, donc ça m'attarde rien d'une brutalité, comme vous me le disiez, parce que les deux candidats ont survolé les sujets de fond, les débats d'entre les deux tours à la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Hier soir a donné lieu à davantage de passes d'armes stériles qu'à des échanges, comme je le disais, sur de fonds de sujets abordés. Faute tout d'abord aux journalistes, aux abonnés absents, qui ont préféré donc laisser les deux candidats s'investir plutôt que de les ramener au sujet de fond. Donc faute également au choix des séquences de l'émission avec des thèmes survolés comme l'économie, la lutte contre le chômage, voire carrément oubliés comme l'environnement ou la laïcité. Faute enfin donc et surtout à la candidate du Front National, Marine Le Pen, qui a passé la majeure partie de son temps à attaquer son adversaire plutôt qu'à répondre à des questions qui lui ont été posées sur sa méthode donc de relancer l'économie française pour réduire le chômage, le chômage. Notamment, la candidate du Front National n'a pas formulé de proposition, alors qu'elle lui a été donc donnée l'occasion en fin d'émission de parler de son sujet favori, son sujet de soi. Donc, celle-ci a préféré s'en prendre plus à son adversaire Emmanuel Macron, qu'elle a donc dépeint comme une créature de François Hollande. Quant à Emmanuel Macron, nous y venons donc, lui aussi donc a lancé des attaques contre Marine Le Pen, pointant notamment ses récentes badeuses sur sa proposition de sortie de l'euro, sur financement de certaines de ses réformes comme l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans. Au-delà de ces passes d'armes, ce débat présidentiel ne risque pas de rester dans les annales, comme il y avait donc
Comme c'était le cas donc en 1971, Valéry Giscard d'Estaing face à François Hollande, une phrase donc que je le cite, Samatar, vous n'avez pas donc le monopole du cœur, pas de corps parfaitement saine, façon donc Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy en 2007, ni même la tirade de François Hollande, moi président, qui disait donc que moi président avait donc pu le faire devant Nicolas Sarkozy en 2007 également, en 2012 pardon. Merci Ferdous Hussein. Les résultats sont prévus pour le 7 mai prochain, le deuxième tour. Les élections, c'est pour le 7 mai. Le 7 mai prochain. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Mais restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.